Yaorana et bienvenue dans Manava. Pour nous, un hôtel en Polynésie, c'est le rêve. Accueil fleuri, sourire, attention particulière et des souvenirs pour la vie. Mais derrière tout cela, il y a une organisation pour faire de notre séjour un moment privilégié. Pour nos invités du jour nous en parlent. J'accueille Guillaume Épinette, directeur des opérations hôtelières régionales du groupe Pacific Beachcomber. Bruno Jordan, qui est chef du service du tourisme. Bonjour. Christophe Guardia, qui est directeur de l'hôtel Le Tahiti by Pearl Resort à Aroué. Et Juan Rodriguez, qui est le directeur de l'hôtel Kontiki à Papeete. Messieurs, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Bruno, première question pour toi. Combien y a-t-il d'hôtels en Polynésie ? Alors, aujourd'hui, il y a 40 hôtels dans la catégorie hôtellerie internationale en Polynésie, ce qui représente à peu près 2460 clés. Alors, comment est-ce qu'on différencie hôtel ? Est-ce que tu as dit d'hôtel donc de capacité internationale ? Ensuite, il y a quoi ? Petite hôtellerie et pension, ce genre de choses ? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs catégories. Donc les trois principales sont l'hôtellerie internationale, les pensions de famille et les meublés, ce qu'on appelle communément Airbnb. Ah, on va en parler un petit peu plus tard. J'ai vu Christophe qui réagissait déjà. Je dis Christophe, on va en parler tout de suite. Enfin, pas tout de suite, justement. Guillaume, pour comprendre ce que représente un groupe hôtelier en Polynésie, de quels établissements dispose le groupe pour lequel tu travailles ? Alors aujourd'hui, on a un total de 7 établissements sur 3 marques qui vont aller de l'ultra-luxe sur le Brando à Tetiaroa, en passant par des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles et également du 3 étoiles avec la marque Maytay. C'est à peu près, on va dire, environ 550 chambres. 600 chambres sur l'ensemble de la destination et à peu près 1000 employés sur l'ensemble du groupe. Ah, quand même, oui. Christophe, combien de personnel travaille au sein de l'hôtel le Tahiti et vous recevez à peu près combien de personnes par an ? Alors actuellement, nous avons 91 chambres, à peu près 110 employés. Et l'hôtel, on va dire une occupation moyenne de 75% par an. Donc je n'ai pas calculé le nombre de clients, mais on n'est pas loin de plus de 20 000 par an. Ça veut dire qu'on est revenu dans des chiffres assez intéressants pour la Polynésie et pour vos établissements ? On est revenu, on a même dépassé les chiffres de 2019, ce qui est un bon signe. Et en termes d'occupation, mais également au niveau de création d'emplois, parce que nous sommes un secteur qui emploie énormément de main-d'œuvre. Et dès que le volume d'occupation augmente, forcément, il y a des embauches. Ce qui est une bonne nouvelle pour la Polynésie. Juan, la question pour toi est un peu différente parce que vous venez de réouvrir le Kontiki. Le Kontiki. Tu nous en parles un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, les boutiques hôtels Kontiki, c'est un nouveau concept avec 3 produits d'hébergement différents. Donc, il y en a des chambres standards, ce qu'on connaît dans l'hôtellerie classique. On a également des studios avec des cuisines sur mesure et avec des très bels espaces. Et on a également une nouveauté en Polynésie, c'est les cabines des bateaux. On les connaît souvent dans certains pays comme des pods. Alors, beaucoup de gens ils ont tendance à confondre ce type de pods et des cabines et avec les capsules japonaises. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes, c'est deux choses complètement différentes. On part sur une superficie beaucoup plus grande qu'une capsule. Et donc, voilà, on est un hôtel urbain, on est entre guillemets, comme il s'agit d'un hôtel un peu hybride. On est un peu comme les outsiders du marché, mais on l'assume, on est bien. Oui, mais la Polynésie permet d'avoir aussi besoin de ce type d'hôtel, puisqu'on a à la fois les resorts et on a à la fois un hôtel de ville. Alors, Kontiki particulier, parce que lié un peu à l'histoire de Papeete, Bruno, toi tu le connais aussi, j'imagine. Oui, effectivement. Alors, lorsque le projet a été présenté, donc il a demandé bien sûr, comme la plupart des établissements hôteliers, la défiscalisation. Donc, effectivement, on a pu examiner, regarder le dossier. C'est un bon produit. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les hébergements sont complémentaires, que ce soit l'hôtellerie, les pensions, les meublés, et même dans l'hôtellerie, que ce soit d'un niveau 2 à 5 étoiles, ils sont complémentaires. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Alors, quel est le rôle du service du tourisme, justement, auprès des hôtels ? Alors, le service du tourisme, on est un service administratif, donc nous occupons principalement du classement. Il faut savoir historiquement que le classement des établissements d'hébergement a été adopté en novembre 2000, donc ça fait plus de 23 ans. Et qui a été réactualisé, les critères ont été réactualisés en 2018, donc pour tenir compte de l'évolution. Donc le rôle du service, c'est lorsque les établissements hôteliers souhaitent solliciter le classement, c'est instruire le classement, que ça soit la partie administrative jusqu'à la visite dans l'établissement pour le contrôle des critères. Il faut comprendre qu'un hôtel, c'est à la fois le personnel, le directeur, mais c'est aussi un propriétaire. Et quelquefois, on a un peu de mal, on va dire, on fait un peu l'amalgame. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le propriétaire de l'hôtel et la société qu'il gère ?
Voilà, on va avoir différents modèles dans notre industrie qui vont pouvoir être sur un système d'un hôtel géré par le propriétaire directement, donc celui à qui appartient les murs, qui a sa propre équipe et qui gère son équipe, qui va s'assurer de faire venir les clients dans l'hôtel, s'assurer que la nourriture qui soit servie à table soit bonne, la variété des cartes et autres. Après, on va avoir un système de franchise où là, c'est un propriétaire donc qui lui est le propriétaire des murs, toujours, l'hôtel lui appartient, mais avec qui il va signer un contrat avec une société extérieure pour pouvoir utiliser une marque et principalement s'orienter sur la distribution, c'est-à-dire aller chercher de la clientèle. Mais la partie opération, elle va être gérée localement et il va gérer la partie opération. Ou alors, on a le système de contrat de gestion, comme dans mon cas pour la marque Intercontinental et le groupe IHG, où là, le propriétaire, donc lui, est le propriétaire des murs et il délègue complètement la gestion opérationnelle de ces établissements à une société extérieure spécialisée dans la gestion des hôtels. Donc, c'est-à-dire dans la partie commerciale, aller chercher la clientèle, développer les produits, les standards de service qu'on va avoir. Alors, on a les standards de classification, de classement qui sont liés au service du tourisme. Et puis après, on a les standards d'une marque qui par rapport à la marque, à le positionnement de la marque, au type de produit, au type de clientèle qui vont aller chercher, vont devoir délivrer un certain niveau de service et qui va dépendre un petit peu en fonction de la classification et de cette marque-là. Christophe, dans quelle mesure le propriétaire intervient dans le fonctionnement de l'hôtel ? Quelle est la part des choses, on va dire Déjà, ça dépend quelle forme de gestion il a choisi. Comme l'a dit précédemment Guillaume, s'il a délégué complètement, il est censé ne pas intervenir. Par contre, bien sûr, après, en termes d'investissement, de développement de l'hôtel et autres, forcément, c'est lui qui est décisionnaire. Oui, parce qu'il y a toujours un moment où c'est quand même lui qui doit faire un chèque. Oui, et ça parce reste que son hôtel. Les sociétés de gestion ne dépensent pas d'argent dans l'hôtel. Ils touchent des royalties, des fees, mais ce n'est pas eux qui investissent. La plupart du temps. On réussit justement à trouver le juste milieu entre le fait que le propriétaire fasse pas trop d'ingérence, parce qu'être propriétaire, ça veut pas dire spécialement être spécialisé dans l'hôtellerie. C'est ce que je veux que les personnes qui nous regardent comprennent. Après, ça dépend de la personnalité du propriétaire, je dirais, mais bon, je pense que dans la plupart des cas, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Juan, quel type de client le Contiki souhaite recevoir ou reçoit déjà ? Alors, nous, on a visé plutôt une typologie assez large. Donc, on a des déplacements professionnels, donc des clients qui cherchent ce qu'on appelle en hôtellerie des corporate. Et on a également le tourisme, donc des clients qui viennent un peu de différents pays le du monde entier. Le Contiki n'est pas encore classé. Alors, si, ça y est, c'est en cours ou... C'est en cours, mais il est classé 3 étoiles. D'accord. Voilà, alors, comme je disais précédemment, il y a l'hôtel Contiki, c'est un hôtel hybride. Donc, il y a une partie qui est classée 3 étoiles, qui va être classée, qui est en cours de classer. Les chambres classiques, on va dire. Voilà, les chambres et les studios. Et en revanche, les cabines des bateaux, ils ne sont pas classés. Ils ne sont pas classés parce que la surface ne permet pas d'être classée. Ça ne rentre pas dans les critères de classement hôtelier. Christophe, tu voulais réagir ? Oui, je voulais juste préciser que, pour moi, en Polynésie, il y a deux types d'hôtellerie. Il y a l'hôtellerie vraiment de loisirs et resort que l'on peut trouver à Bora Bora ou à Taha ou ailleurs, alors qu'à Tahiti, c'est un hôtel dans une grande ville. On a bien sûr des touristes, mais on a aussi des hommes d'affaires. On reçoit des conventions. On reçoit des congrès, c'est comme si on était à Paris en fait. Le mix à Tahiti, Tahiti est totalement différent, alors que sur les îles, c'est vraiment 100% touristique. Donc ce sont des opérations qui sont différentes. Bruno, comment se fait le classement d'un hôtel ? Alors, le classement aujourd'hui est basé sur trois grands chapitres. Donc il y a la partie équipement de l'établissement de manière générale, plus les chambres, les parties communes. Tu as aussi une partie relative à la relation client. Donc là, ce que j'entends, c'est par exemple des informations sur les activités à proposer pour le client. Ça va être aussi tout ce qui est service comme demande de voiturette, plein de petites demandes comme ça. Et la troisième partie, c'est tout ce qui est accessibilité et développement durable. Donc accessibilité notamment vis-à-vis des PMR. Donc est-ce que effectivement le personnel est sensibilisé sur les PMR. Vous avez aussi la gestion et le tri des déchets. Pas mal de critères. Et donc, en fonction de ces critères, les hôtels vont se situer en 3, 4 ou 5. Tout à fait. Donc, on va jusque 5. C'est ça. Donc, le classement va de 2 à 5 étoiles. Et plus, bien sûr, vous augmentez de niveau, plus les critères sont soutenus.
Comment vous décidez, Guillaume, Christophe et Juan, comment vous décidez que vous allez positionner, est-ce que ça se décide à l'avance, un hôtel sur du 3, du 4 ou du 5? Ça va véritablement dépendre de la stratégie de positionnement du produit, c'est-à-dire quel type d'investissement le propriétaire veut faire dans son établissement. Est-ce qu'aujourd'hui il veut investir un budget global qui va inclure l'ensemble des services qui sont nécessaires. Donc quelle est son attente du retour d'investissement? C'est-à-dire que chaque propriétaire aujourd'hui, quand on investit dans un projet hôtelier, il doit y avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on place et c'est de l'argent qui doit créer de la valeur, de l'autofinancement pour pouvoir réinvestir dans des rénovations, parce que ouvrir un hôtel, c'est une première phase, mais après il y a tous les coûts qui sont liés à l'entretien, C'est bien au de le dire, développement. parce qu'on a toujours une vision d'extérieur en disant ça va, il y a un hôtel, c'est top, il rentre de l'argent. Mais non, il faut le mettre C'est en permanence. Il faut le rénover en permanence. C'est en permanence. Et aujourd'hui, on sait que les hôtels, au bout de 10 ans, c'est des grosses rénovations. On est particulièrement, nous, ici, dans des environnements naturels, un environnement naturel assez agressif par rapport au bord de mer, avec les conduites de sel, l'humidité, le soleil, etc. Donc voilà. Donc, ce qui fait que ce choix du budget initial va définir le type de produit que le propriétaire va vouloir ouvrir. Et ensuite, ce type de produit va être positionné sur un marché en fonction d'un type de clientèle. Ce type de clientèle, c'est combien il est prêt à payer pour séjourner dans un établissement. Et en fonction de ce tarif-là, quel service il va attendre. Donc en fait, tout est lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un consommateur, quand il va séjourner dans un 2 étoiles, il sait le type de service qu'il va avoir et son niveau d'attente par rapport à séjourner dans un 4 ou un 5 étoiles va véritablement être différent, mais le prix qu'il va dépenser va être différent également. L'investissement initial va également être différent. Donc en fait, tout est lié. Et en plus, comme vous le disiez tout à l'heure, Christophe et Guillaume, vous êtes à la fois, il y a ce que demande le service du tourisme et ce que demandent aussi peut-être les sociétés de gestion, la marque et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de demandes qui doivent être faites pour garder le même niveau. Oui, alors historiquement, la Polynésie s'est toujours placée en étant une destination plutôt haut de gamme, s'adressant à une clientèle plutôt aisée. On peut dire que ces dernières années, on a quand même vu une certaine évolution, notamment avec l'arrivée de compagnies low cost. Le billet d'avion est moins cher. Le billet d'avion est moins cher. Et on voit qu'en parallèle, c'est développé très rapidement les meublés du tourisme que Bruno évoquait tout à l'heure, qui ont permis d'absorber l'arrivée de cette nouvelle clientèle. Et je pense qu'aujourd'hui, sur notre destination, on arrive à proposer des types d'hébergements assez variés. Et on voit même des touristes qui vont mélanger du 5 étoiles avec une pension de famille et pourquoi pas un Airbnb sur une île. Ça se fait. D'où l'idée d'ailleurs du boutique hôtel Contiki. Alors boutique hôtel, on l'a utilisé plusieurs fois. Réexplique ce que c'est qu'un boutique hôtel. Oui, alors les boutiques hôtels, c'est un mot qui a été utilisé aux années 80 dans la naissance d'un marché des niches. Et ses principaux caractéristiques, c'est vraiment un hôtel des charmes. C'est des plus petits hôtels de charme qui n'accueillent pas de grands volumes. Souvent dans un bâtiment existant qui raconte une histoire. Voilà, en général, c'était dans les quartiers historiques, ce genre de choses. Dans les quartiers historiques, tout à fait. Donc aujourd'hui, avec les boutiques hôtels Contiki, on se positionne comme un hôtel urbain en centre-ville, qui répond aussi, comme disait Christophe tout à l'heure, et qui permet de faire une combinée, par exemple, les gens qui souhaitent séjourner dans les îles, dans des bungalows sur pilotis, mais qu'en revanche, à Tahiti, ils souhaitent plutôt en proximité de centre-ville, d'aller rencontrer le marché, les différentes, faire du shopping. Et souvent, moi je trouve dommage, d'ailleurs, parce que je trouve que Tahiti est une très belle île, mais très souvent, quand même, les touristes privilégient les îles et utilisent Tahiti comme dernière nuit ou première nuit pour partir très vite et ne visitent pas suffisamment Tahiti. Ça, c'est personnel, on va dire. Et c'est pas personnel, c'est malheureusement une réalité, qui évolue, parce que Tahiti Tourisme fait quand même un gros travail là-dessus. Pour montrer que Tahiti est une île à visiter aussi. Avec les hôteliers, parce que oui, il y a du potentiel de développement sur Tahiti. L'île est splendide. Absolument. Et ça coûte moins cher de faire rester des clients une nuit ou 2 nuits de plus en Polynésie qu'aller chercher des nouveaux clients pour les faire venir chez nous. Voilà, comme ça le message est passé. Bruno, est-ce que n'importe qui peut ouvrir un hôtel en Polynésie? Ou est-ce qu'il faut être, par exemple, français? Est-ce qu'il y a une sorte de droit du sol, ce genre de choses? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'hébergement touristique aujourd'hui, ce n'est pas une activité réglementée. Contrairement, par exemple, aux agences de voyage où tu dois avoir une licence pour pouvoir exploiter. D'accord. Demain, je gagne au loto, je peux ouvrir un hôtel? Alors, à partir du moment où, effectivement, tu maîtrises le foncier,
et tu engages toutes les procédures administratives adéquates. Après, c'est vrai qu'on voit plus ça dans les pensions de famille parce que c'est plus petit, le dimensionnement est plus humain. L'hôtellerie, de toute façon, voilà, ça se voit lorsqu'il y a des projets. Mais je veux juste rappeler que le classement aujourd'hui, c'est une démarche volontaire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation, mais le classement conditionne les aides publiques du pays. Que ça soit en termes de défiscalisation, que ça soit en termes d'aide publique financière pour les pensions, etc. Ah, on peut très bien ne pas demander le classement. Alors, aujourd'hui, sur l'ensemble des hôtels en Polynésie, il y en a qui ne sont pas classés. Les petits hôtels ne sont pas classés aujourd'hui. Parce qu'ils ne demandent pas d'édifice, parce qu'ils vivent très bien comme ils sont aujourd'hui. Donc, voilà, ce n'est pas une obligation. Le fait de pouvoir ouvrir un hôtel, c'est une des questions que j'ai posées, mais est-ce qu'il faut être français ? Ou est-ce qu'un étranger peut très bien, quand j'ai un étranger qui n'aurait pas un passeport français, peut très bien ouvrir un hôtel, acheter du foncier et ouvrir un hôtel en Polynésie ? Alors aujourd'hui, il y a des groupes d'investisseurs étrangers donc, qui effectivement investissent dans les hôtels. Il y a des procédures administratives, notamment une autorisation d'investissement étranger qui est fournie par le pays, mais tout le monde peut effectivement ouvrir un hôtel. C'est là où je voulais en venir, parce que je voulais que ça soit clair à ce sujet. Est-ce que vous disposez d'une centrale de réservation particulière ? Vous passez par des centrales à l'extérieur, messieurs ? Centrale de réservation chambre. Oui. On va fonctionner avec les deux types d'outils. On a une centrale de réservation qui pour nous est basée à Tahiti et qui va s'occuper de l'ensemble des réservations, enfin en tout cas à récupérer l'ensemble du flux des réservations pour les trois intercontinentales. Après, le fait de travailler avec une société de gestion comme IAG, on a des bureaux de réservation et des bureaux de vente qui sont localisés dans les différents marchés. Donc on va avoir ces deux flux entrants, le flux global qui va venir de la société de gestion et après le flux local qui lui va être traité sur place. Christophe, pareil ? Oui, pareil. Juste à noter qu'on est quand même une destination un peu particulière parce qu'on dépend encore beaucoup des tour opérateurs, ce qui n'est pas forcément le cas des autres destinations dans le monde. Bien qu'on voit ces dernières années quand même la part des ventes par les agents de voyage tour opérateurs diminuer au profit ce qu'on appelle des online travel agents, style Booking.com ou Expedia. Et ça, on le voit de plus en plus. Juan, toi, le Kontiki vient juste d'être mis en... Oui, alors en vente, on va dire. Oui, alors on s'est servi de tous les canaux de distribution qui existent, donc notamment les tours opérateurs, comme disait Christophe, les OTAs, et également en direct, avec Tahiti Tourisme, on essaie de faire aussi un peu plus de visibilité de l'hôtel. En revanche, nous, la partie réservation, on les garde en interne. Ce type de business model d'hôtel ne permet pas d'avoir un service extérieur, donc en clair, externe. Quand on se balade, on veut aller à Tahiti, on va aller sur votre site directement et on va réserver directement. Sur les sites où il y a également sur Booking.com, Expedia. Oui, c'est une autre façon voilà. de... Voilà. Christophe, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure à propos du personnel. Est-ce que tu considères qu'on a suffisamment de personnel qualifié en Polynésie ? Ou est-ce qu'il nous en faut encore plus ? Et est-ce qu'à terme, on va continuer à faire appel aussi à des cadres extérieurs ? Alors je dirais que non, il n'y a pas assez de personnel formé. La situation déjà, elle varie en fonction des îles. C'est un peu plus facile à Tahiti, c'est un peu plus compliqué dans les îles isolées. Je dirais qu'aujourd'hui, pour des postes qui ne demandent pas des compétences vraiment importantes, on va plutôt embaucher une personnalité qu'on va former nous-mêmes. Parce qu'il faut savoir que vous faites beaucoup de formations en interne. Absolument. Et après, pour certains postes qu'on n'arrive pas à trouver sur place, notamment des postes de management ou de middle management, là, des fois, on est obligé de faire venir des gens de l'extérieur. Alors, l'idée, ça serait que la jeunesse polynésienne aille faire ses classes à l'extérieur et revienne. C'est une réalité qui nous oblige à faire ça, bien donc, entendu. un jeune homme ou une jeune femme motivée peut postuler et vous allez le former. Oui. Sur des postes, là, on est d'accord, on n'est pas sur les postes à grosse responsabilité, mais... Non, mais enfin, je prends l'exemple de mon hôtel. Aujourd'hui, la majorité de mes managers ne sont pas rentrés dans l'établissement en tant que manager. Ils sont rentrés à la base et ils ont été formés. C'est une vraie évolution. Mais ce qui compte, c'est d'avoir la bonne personnalité, la bonne mentalité et l'envie de travailler. Et dans ces cas-là, nous, au contraire, on préfère faire de la promotion interne que de faire venir des gens d'ailleurs. J'imagine que sur un groupe comme le vôtre, comme le tien, Guillaume, vous avez plusieurs types d'établissements, donc vous avez des éléments qui peuvent passer peut-être d'un établissement à un autre et aussi monter en puissance. Absolument, enfin, c'est l'intérêt de la promotion et du développement interne, c'est... on en parlait tout à l'heure un petit peu d'un client qui est déjà là, en dépensant moins d'argent, aller en chercher un nouveau. Pour un employé, c'est la même chose. L'idée, c'est véritablement d'aller utiliser la ressource locale, de pouvoir la former au maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les hôtels, le budget formation
est conséquent. Alors il y a des aides, il y a une obligation. Aujourd'hui, on doit investir un certain montant de la masse salariale dans la formation, mais les hôtels vont bien au-delà de ce montant obligé. On a vu également que la structure des départements de formation s'est développée, s'est structurée différemment. Et je veux dire la formation, mais également le recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la stratégie de recrutement pour aller chercher les bons talents, qui aussi évolue parce qu'on a une nouvelle génération, et cette nouvelle génération, elle ne réfléchit plus de la même manière, elle n'a plus les mêmes codes, elle n'a plus les mêmes priorités. Donc il faut pouvoir aller chercher ces talents. Et aujourd'hui, c'est gagner de l'argent, ou en tout cas, c'est ne pas en dépenser en vain, que d'aller cibler les bons potentiels, et ensuite, une fois qu'on les a en interne, de pouvoir les développer, de leur donner des perspectives d'évolution dans le temps. Et c'est ça qui est important. Et le Covid a rebattu un petit peu les cartes aussi. Complètement, considérablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de gens qui se sont rendus compte que l'hôtellerie, c'est un très beau métier. Enfin, je le dirais, je suis peut-être pas, mais c'est le plus beau métier du monde. Celui, en tout cas, c'est un métier. Je crois qu'on est quelques-uns autour de la table à être d'accord avec ça. C'est un métier de passion, c'est un métier de bons moments, de souvenirs, d'expériences. Il faut de la passion. Oui, si on va dans l'hôtellerie sans passion, c'est dur. Par contre, il y a une réalité que c'est un travail qui est dur. On travaille le soir. C'est chronophage, ça prend beaucoup de temps. Donc il faut aimer faire ce métier-là. Et aujourd'hui, c'est tout notre intérêt. Et dans une destination comme la nôtre, où le tourisme joue un rôle clé dans l'économie du pays, aujourd'hui, notre responsabilité à nous, elle est de développer ces talents-là. Bruno, vas-y. Oui, juste pour compléter les propos de Guillaume sur la formation, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image des débouchés dans l'hôtellerie a beaucoup évolué ces dernières années. Il faut savoir qu'avant, post-bac, lorsqu'on allait au lycée hôtelier, c'était vraiment une voie par défaut. On y allait parce qu'on était refusé dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, c'est différent. On va dans l'hôtellerie, on est fier d'aller au lycée hôtelier pour justement travailler dans l'hôtellerie. Donc voilà, l'image a beaucoup évolué positivement. Ça a été pendant très longtemps comme ça. En école hôtelière, il y a toujours eu une partie de passionnés et une partie de gens qui étaient là parce qu'ils ne savaient pas où aller. Ça s'est rééquilibré, tu trouves? Oui, aujourd'hui, la nouvelle génération prend conscience aujourd'hui des débouchés qu'il y a dans l'hôtellerie. C'est pas uniquement des serveurs, c'est pas uniquement ça. Voilà, il y a autre chose qui. Il y a énormément de métiers. Il y a aujourd'hui un hôtel, c'est effectivement la partie hébergement, la partie restauration, mais c'est la partie comptabilité, c'est la partie commerciale, c'est la partie digitale. Il y a beaucoup de boulot dans un hôtel. On parlait tout à l'heure des hôtiers. Aujourd'hui, tous ces métiers-là, qui sont des nouveaux métiers, qui offrent des possibilités extraordinaires. Juan, comment tu trouves, toi tu es là depuis un petit moment, enfin un petit peu, on va dire t'es le dernier arrivé, on va dire. Oui, effectivement. Et le personnel, comment tu les trouves? Alors, au-delà du sourire, parce qu'il y a un vrai sourire, il y a une vraie gentillesse en Polynésie, alors on le répète tout le temps et on a raison de le dire, mais au niveau implication et motivation? Alors, il faut savoir que dans notre établissement, on a un management de proximité. C'est-à-dire, comme c'est une structure à taille humaine, on est très proche de nos salariés. Donc, on a suivi depuis les recrutements jusqu'à l'évolution. On a déjà fait évoluer certaines personnes qu'on a recrutées il y a 6 mois. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait des compétences qui allaient beaucoup apporter à l'hôtel. Donc, cet management de proximité est très humain. Et on trouve quand même que l'accueil polynésien et tahitien, c'est vraiment un savoir-faire que je n'ai pas trouvé dans d'autres endroits où j'ai travaillé avant. Donc c'est ce savoir-faire qu'on aimerait bien exploiter encore plus pour les mettre au profil en front office, devant les clients, et ce que j'appelle aussi un peu comme des commerciaux de proximité, parce que c'est aussi cet accueil chaleureux qui vont derrière pouvoir mieux vendre la destination et la ville des Tahiti. La Polynésie est souriante de toute façon, et ça c'est une réalité. Est-ce que les réseaux actuels, maintenant il faut que tout soit instagrammable, il faut que ça soit très visuel. Est-ce que ça aussi, ça pèse sur les choix que vous devez faire au sein de vos hôtels, messieurs? Est-ce que, je sais pas, sur les choix que vous allez faire en termes de plats, en termes de déco et ainsi de suite? Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant, dans chaque hôtel, il y a des points Instagrammables, Instagram Corner, et on le voit bien, notamment à Bora, on voit les gens, ils sont sur la plage, ils passent la journée à se prendre en photo avec tout autour. Donc oui, c'est devenu quelque chose aujourd'hui, un vecteur de communication peut-être un peu au détriment de leur séjour d'ailleurs, mais bon. Et ça, chacun voit midi à sa porte, mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les habitudes. Ouais.
Bruno, ça fait partie aussi des choses que vous mettez en avant au service du tourisme et pour essayer d'avoir une clientèle encore différente, plus jeune, peut-être des séjours plus courts mais plus réguliers. Alors là, ce sera plus le rôle de Téti Tourisme en termes de promotion, hein, qu'elle soit locale ou internationale. Nous, on va vraiment rester sur l'accompagnement des projets d'hôtellerie, que ça soit en termes d'avis, parce qu'on est sollicité lorsqu'il y a un permis de construire, lorsqu'il y a une autorisation, une demande d'occupation au domaine public maritime, on est sollicité pour avis. Donc nous, on va rester vraiment sur la partie d'accompagnement administratif. Est-ce que, je reviens toujours sur toi Bruno, tout à l'heure tu parlais de ce qu'on appelle les logements Airbnb. Comment est-ce que c'est encadré en quelques mots en Polynésie? Parce que ça peut être aussi par rapport à un hôtel. Oui, la question, c'est pour ça que je l'ai gardée en dernier. Je suis pas fou. Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'en termes de concurrence, je ne sais pas si c'est une concurrence loyale ou déloyale. J'essaye de me poser bien au milieu. Alors, c'est une grosse question. Et en plus, tu dois faire court. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a lancé une étude en 2017, on s'est aperçu qu'on avait déjà 600 meublés répertoriés en Polynésie. Aujourd'hui, on est à peu près à 1500, donc plus du double. L'idée, c'était en 2018, lorsqu'on a fait évoluer les textes, on a mis une obligation de déclaration d'activité. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel hébergement, que ce soit l'hôtellerie, les campings, les meublés, sont obligés de venir se déclarer non seulement au service du tourisme, mais pour les meublés dans la commune d'origine, dans la commune où ils sont identifiés. Voilà, donc c'est pour ça qu'on arrive à répertorier, mais effectivement, sachant que l'activité n'est pas réglementée, comme je l'ai dit tantôt, dessus, à un moment ou à un autre. il y a aujourd'hui des amendes qui sont possibles, hein, des sanctions administratives, mais encore, il faut avoir une force de contrôle, il faut avoir... voilà. Bon, c'est prévu alors. Donc avec nos invités du jour, nous avons découvert qu'ouvrir un hôtel ou en gérer un, ce n'est pas si facile et que derrière le plaisir d'y séjourner, il y a beaucoup de travail et d'implication de la part de ses employés. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV.